que cette marionnette du théâtre sans fil a à voir avec un Boeing 747, Un séquoia, les pyramides d'Égypte, une baleine bleue? des dinosaures, la tour du CN? Eh bien oui, vous avez raison, ce sont tous des géants. Hey, je te dis que j'aimerais pas être à la place de la fille, moi. King Kong, c'est vraiment le plus géant des gorilles qu'on a jamais eu, hein? Tu vois, Marie-Soleil, c'est toi qui aurais peut-être pu tenir King Kong dans ta main parce que King Kong, il était pas plus grand que mon petit Henri qui est ici. Il mesurait à peu près 18 pouces de haut. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une caméra, puis ce qu'on fait, c'est qu'on filme, autrement dit, les deux éléments séparément. Disons qu'on voudrait t'avoir, toi, avec Henri qui est en train de courir après toi. Ce qu'on ferait, c'est qu'on te filmerait en train de courir sur de la pelouse, puis ensuite de ça, ce qu'on ferait, c'est qu'on filmerait Henri séparément, ailleurs, très, très proche de la caméra pour qu'on ait l'illusion qu'il soit bien, bien grand. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange, autrement dit, les deux images ensemble, puis on a l'illusion que Henri, finalement, est en train de courir en arrière de toi, puis qu'il est beaucoup plus grand que toi. Mais comment on fait pour le faire bouger? Le faire bouger, c'est ça, la technique d'animation, c'est de pouvoir déplacer des personnages inanimés comme ça, une image à la fois. On prend une petite photo, ensuite de ça, on le déplace un petit peu comme ça, on prend une autre photo, ensuite de ça, on le déplace encore une autre fois, on prend une autre petite photo. La succession rapide des clichés permet ensuite de créer l'illusion de mouvement. Pour animer Henri, un personnage qu'il a imaginé alors qu'il n'avait que 11 ans, Éric a eu recours à cette technique. Mais réaliser un petit film d'animation comme celui-ci demande des heures et des heures de travail. Tu vois, Marie-Soleil, l'animation qu'on voit ici, là, moi, ça me prendrait environ 2 mois à faire à construire, là, autrement dit, toutes les choses. Et toi, Alex, combien de temps ça t'a pris? Ça prend à peu près 2-3 jours du commencement jusqu'au bout. Es-tu sérieux? Oui. Wow, je pense que je vais m'acheter un ordinateur. Éric et moi sommes chez Softimage. Cette compagnie a créé le logiciel qui a donné naissance à certains des dinosaures géants du film Le Parc Jurassique. Si Spielberg a eu recours à ce logiciel développé ici même à Montréal, c'est parce qu'il présente de nombreux avantages, dont une méthode très simple et très rapide pour animer des objets. On commence par avoir un squelette, qu'on crée vraiment facilement comme ça. Et puis, tu as juste à bouger le bout. Et puis, tous les autres mouvements du squelette, c'est calculé automatiquement. C'est comme les articulations. C'est ça. Tu fais la même chose, tu vois, on a un squelette dans le doigt. Et si tu sélectionnes juste le bout, c'est ça, il faut générer un tracé, par exemple, comme cette ligne ici, qui détermine un mouvement que le doigt doit suivre. Il fait tout seul. Tout seul. Éric, je t'ai dit que tu dois être pas mal découragé quand tu vois ça, hein? Oui puis non. Ce qui arrive, c'est que dans le film Le Parc Jurassique, il a utilisé juste 6 minutes d'animation par ordinateur. Il utilisait cette animation-là quand on voyait les dinosaures au complet qui se déplaçaient de la tête jusqu'aux pieds. L'autre technique qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils ont construit, autrement dit, des parties de dinosaures qu'ils utilisaient quand on voyait finalement comme juste la tête ou juste les mains qui étaient animées. Ma petite technique à moi qui fait encore des petits personnages tout petits, puis la technique par ordinateur, ça va être utilisé dans le futur. Finalement, il va y avoir toujours de la place, finalement, pour ces deux techniques-là, pour faire revivre les grands sur le grand écran. Salut, Harry. Il me semble que t'as grandi depuis la dernière fois. Savais-tu que l'homme qui a battu tous les records de grandeur mesurait 2,72 m? Ça, là, c'est grand en grand. Cet homme s'appelait Robert Wadlow. C'était un Américain. Il est mort en 1940 à l'âge de 22 ans. Peux-tu imaginer quelqu'un d'aussi grand? À 5 ans, il était de ma grandeur. Adulte, ses pieds étaient 2 fois plus grands que les miens. Ses bras étaient tellement grands que quand il les mettait en croix, il arrivait à toucher aux 2 extrémités d'une table de ping-pong. Moi, il me semble que j'aurais aimé ça être un géant. J'aurais pu être un champion de basketball. Hey, oublie ça, le sport, Grégory. En réalité, Robert Wadlow était malade. Il souffrait de gigantisme. Son cerveau sécrétait en trop grande quantité une hormone qui permet à nos os de grandir pendant la croissance. Puis le gigantisme, c'est une maladie. Mais oui,
Puis quand t'es un vrai géant comme Robert Wadlow, t'as toutes sortes de problèmes. Regarde, ses mains étaient tellement grosses qu'il avait de la difficulté à tenir un crayon. Il avait de la misère à marcher tellement que ses os étaient rendus fragiles. J'avais jamais pensé à ça. Ah, je te le dis, Greg, être un géant, là, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas... Ah oui, t'as raison. C'est vraiment pas drôle d'être un géant. Mais non, c'est pas drôle. Mais voyons! Génial, génial. Philo, t'as du génie. T'es parti pour la gloire. Ça pourrait même te mériter un prix Nobel. Salut, Philo. Puis ton expérience. Voyons donc, c'est-tu un vrai? Touche pas à ça. Voyons donc, t'es donc bien susceptible, toi. T'as pas l'air de te rendre compte, Claude-André, toi et le petit, c'est pas des choux ordinaires. Ben, ce chou-là, avec mon engrais que j'ai mis au point, il a quadruplé de taille en moins d'une semaine. Téléphone. Allô? Ah, salut, Max. Tout de suite? Ça pourrait pas attendre un peu, c'est... Oh oui, j'arrive. Touche à rien, je reviens dans quelques minutes. Mais où c'est que tu t'en vas? Chez vous. Ta sœur a vraiment besoin de moi, il y a quelque chose à réparer. Des légumes géants. Philo, t'es un génie. Compte sur moi, notre avenir est assuré. Ouais, mais tout à coup, c'est même pas mangeable. Je suis sûr que Philo a pas pensé à ça. Philo va me tuer si je fais ça. D'un autre côté, il vaut mieux le savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? T'es idiot ou quoi? J'ai pas encore testé l'effet de l'engrais sur l'être humain. Si tu te transformes en géant, ce sera bien de ta faute. Imagine si les dinosaures avaient survécu jusqu'à aujourd'hui. Te vois-tu, toi, tomber nez à nez avec un animal aussi haut qu'un édifice de 6 étages puis aussi long que 4 ou 5 autobus? Je pense que dans ce temps-là, t'as intérêt à être son ami, hein? Ah, ça, c'est sûr. D'ailleurs, les animaux très gros ou très grands ont presque pas de prédateurs, à part l'être humain. Ben, faut dire que ces animaux-là, ils sont très forts, hein? Un coup de queue de baleine ou un coup de patte de girafe, ça fait mal. En général, un lion n'ose pas s'attaquer à une girafe. Non. Non. Avoir aucun prédateur, c'est tout un avantage. Mais être un géant, là, c'est pas de tout repos. Prends la girafe. C'est bien pratique pour elle d'avoir un long cou. Ça lui permet de brouter la cime des arbres. Mais pour boire, la girafe doit écarter ses pattes avant, ce qui la déséquilibre. Et c'est rien de très confortable. Ce serait plus pratique pour elle d'avoir une trompe. La trompe de l'éléphant, qui est un prolongement du nez et de la lèvre supérieure, est à la fois forte et habile. Aussi habile, en fait, qu'une main humaine. L'éléphant s'en sert donc pour accomplir une foule de tâches, dont boire et manger. Oh, ça, pour manger un éléphant, ça mange. Chaque éléphant a besoin d'environ 100 à 200 kilos de fourrage par jour. Ça veut dire que l'éléphant est obligé de consacrer une grande partie de sa vie à la recherche de nourriture. Oui, mais les éléphants, ils passeraient beaucoup moins de temps à chercher de la nourriture s'ils mangeaient de la viande. Parce que la viande, c'est beaucoup plus nourrissant que de l'herbe. Oui, mais réfléchis une minute, là. Imagine un éléphant de 5 ou 6 tonnes qui doit se mettre à courir après un lézard ou bien une antilope. C'est beaucoup trop difficile. C'est pour ça que les animaux géants sont, pour la plupart, herbivores. Même les plus grands dinosaures l'étaient. En tout cas, moi, si je pesais 5 ou 6 tonnes, je m'organiserais pour aller patauger dans l'eau comme les hippopotames. Mais c'est vrai que dans l'eau, on se sent beaucoup plus léger, hein? Les hippopotames, qui passent une grande partie de leur vie dans l'eau, ont même une épaisse couche de graisse qui leur permet de flotter sans effort. C'est aussi le cas des baleines. En plus de les aider à flotter, cette couche de graisse les garde au chaud. Malheureusement, c'est aussi en partie à cause de cette couche de graisse que les baleines ont longtemps été chassées. Pendant près de 200 ans, les baleines ont été exploitées du museau à la queue. La graisse et les huiles servaient dans la fabrication de cosmétiques, de savons, d'encre d'imprimerie, de bougies. La viande était mangée, puis les fanons servaient à fabriquer des corsets, des parapluies et des balais. Aujourd'hui, la chasse à la baleine est interdite depuis 1986. Heureusement, parce que certaines espèces avaient été tellement chassées qu'elles étaient menacées d'extinction. C'est vrai que quand on se met à chasser intensivement un gros animal, ça prend pas de temps avant que l'espèce soit menacée. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que les gros animaux se reproduisent plus lentement.
Les femelles donnent naissance à très peu de bébés à la fois, puis les petits mettent beaucoup de temps à se développer. Bon, ben ça veut dire que finalement, les animaux géants, ils sont beaucoup plus fragiles qu'ils en ont l'air. Ils sont même très doux. Ils deviennent agressifs seulement quand on s'en prend à eux. Bref, les animaux géants ont jamais été une menace pour l'homme. Là, vous avez vraiment l'impression qu'on fait le tour de l'édifice, hein? Mais vous devez vous douter que dans le fond, on marche sur place. Oui. Et puis, on est debout devant une gigantesque porte de garage! Wow! C'est géant. Vous avez un Boeing 747, plus gros avion commercial au monde. Sa hauteur équivaut à un édifice de 4 étages. Wow! Un Boeing 747, c'est un véritable mastodonte. C'est aussi long que 6 autobus mis bout à bout. Sur chaque aile, on pourrait mettre 35 voitures côte à côte. Êtes-vous en train de le construire? Non, on est prêt à effectuer une opération annuelle, une inspection, puis pour ça, il faut le débâtir, l'avion. Combien ça va prendre de temps pour faire ça? Entre 28 et 32 jours, quand on sait qu'un Boeing contient 6 millions de pièces. Wow, c'est beaucoup. Au bout de 2000 heures de vol, tous les transporteurs Air Canada subissent une telle inspection. Pendant près d'un mois, environ 70 personnes travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Hey, mais il ne fait plus rien ici! Pas du tout. On a tout enlevé l'intérieur pour faire l'inspection du fuselage. Le fuselage, la cabine de pilotage, les 18 pneus des 5 trains d'atterrissage, les 267 km de fil électrique, les 4 turboréacteurs, tout est passé au peigne fin. Un vrai examen médical. Ce qu'on voit présentement, notre technicien effectuer une radiographie pour détecter s'il y a des fissures sur l'appareil, dans le matériel. La même radiographie que le dentiste peut effectuer chez les enfants. OK. Il peut avoir des craques? Ah, définitivement. Il y a Que des c'est craques. grave? Oui, c'est assez grave parce que la craque peut quand même se développer puis devenir un trouble majeur. Si des fissures surviennent, c'est notamment parce que le métal est soumis à des vibrations et à des températures extrêmes. De plus 30 degrés parfois au sol à moins 50 dans les airs. De telles conditions entraînent une fatigue du métal. Hey, c'est quoi? C'est une caméra, ça? Effectivement, c'est une caméra qu'on emploie pour faire l'inspection à l'intérieur des moteurs. Au lieu d'avoir à débâtir le moteur, on se sert d'une caméra montée sur un fibre optique qu'on insère à l'intérieur pour inspecter les coussinets ou la chambre de combustion. Ça évite beaucoup de temps. La prochaine fois que vous verrez un Boeing 747, pensez-y. C'est 6 millions de pièces, environ 460 personnes et l'équivalent du poids de 60 éléphants qui s'élèvent ainsi dans les airs. Que l'être humain soit parvenu à faire voler un tel mastodonte, c'est quand même génial. Là, vous avez vraiment l'impression qu'on fait le tour de l'édifice, hein? Ben, c'est ça qu'on fait. Grégory, veux-tu fermer la porte? Marcella puis Greg, je vous mets au défi de construire une tour aussi géante que possible sur des œufs vides sans les écraser. Oh, ça m'apparaît être le moment du... Ah, je pense que j'ai une idée. Regarde, ça, c'est des coquilles d'œufs vides. Je vais les attacher ensemble avec du ruban gommé. Comment, elle a tout collé? Oui. Ça devrait leur donner de la solidité, ça. Ah oui. Regarde ça. Hein? OK, oui, on fait comme ça. OK. Ça s'en vient. Et puis là, on fait notre tour avec des livres, c'est ça? OK. Alors, ici, j'ai mes 3 coquilles. Je vais prendre un gros livre. Ça devrait tenir, hein? Ah, pas pire. 1. Et... Oh! Je pense que Pas
trop un attrape solide. Nigo, cette affaire-là. Ça peut pas marcher. C'est physique puis scientifique. Ah oui? Ouais. Ça manque juste un petit peu d'imagination, votre affaire. Je pense que tu devrais nous faire une démonstration parce que on va passer à travers la douzaine. Oui, bonne idée. Vas-y. OK. Bien, premièrement, tu prends un œuf qui est plein. Oui. Tu le vides. Bien, avant, tu mets du papier gommé, là. OK. Puis ensuite, tu le vides. Là, à l'aide des ciseaux, tu vas découper dans le milieu du papier gommé. OK. Viens voir ça, Jacques. Alors, on découpe avec des petits ciseaux notre coquille d'œuf. Là, c'est bien important qu'il soit d'égale hauteur, là, pour pas que ça tombe. OK. Là, en tout cas, on continue. Moi, ici, je n'ai préparé. OK. Je continue à découper. OK, tout le tour. Bon. Tu t'en fais combien? 4. 4 d'égale hauteur. Ouais. Puis ensuite, tu les places de manière à ce que ça forme un carré. OK? Je les ai ici. Je vais te passer mon gros livre. Là, ça devrait tenir. Ouais. OK. Hey, c'est incroyable. Oui, incroyable. Super solide, hein? Oui, ça doit être à cause de la forme d'arche. La forme d'arche permet de répartir le poids des livres sur toute la surface de la coquille plutôt que de l'avoir sur juste un point. C'est toute la surface qui reçoit le poids du livre. C'est en plein ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les toits de plusieurs stades sportifs ont la forme d'un dôme? C'est vrai, dans le fond, qu'un dôme, ça a exactement la même forme qu'une demi-coquille d'œuf. Ces dômes-là sont tellement solides qu'ils permettent de se passer de colonnes qui empêcheraient certains spectateurs de voir. C'est pas pire, hein? Je vous l'avais dit que ça se faisait. Ah oui. C'est physique et scientifique. Allons-y, le gros. Yo! Qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, matin. Qu'est-ce que tu fais là? T'es idiot ou quoi? J'ai pas encore testé l'effet de l'engrais sur l'être humain. Si tu te transformes en géant, ce sera bien de ta faute. Oh non! Excellent, excellent. Philo! Je peux pas croire que ce soit arrivé, je peux pas le croire. Oui, c'est extraordinaire. Je m'attendais jamais à des résultats comme ceux-là. Oui, mais regarde-moi! Qu'est-ce que tu fais avec des vêtements trop petits pour toi sur le dos? Coudon, est-ce que t'es aveugle? Ces vêtements-là, je les avais sur le dos pas plus tard qu'avant hier, puis ils m'allaient parfaitement bien. C'est ton chou, Philo. Hein? Je suis en train de devenir un géant. Es-tu sûr de ce que tu dis? Viens, je vais te mesurer. Rends-tu compte ce que ça impliquerait? J'ai peut-être découvert le traitement miracle qui va traiter tous les problèmes de croissance. CA, tu pourras dire que tu as contribué à faire un grand pas à la science. Je te remercierai jamais assez. Grâce à toi, CA, je vais l'avoir mon prix Nobel. Philippe Tremblay, viens ici que je te parle une minute. Max! As-tu envie de t'abonner à un magazine étonnant? Plein d'humour, plein de science. Les débrouillards, c'est ça. Hein? Alors, si ça t'intéresse, téléphone au 514-875-4444. On va te donner tous les renseignements. Oh ben, t'es là, toi, où est-ce que t'étais? Je te dis que là, je comprends comment ça se fait qu'avant l'invention des ascenseurs, les édifices n'avaient pas plus que 5 ou 6 étages. Bon, quelle bonne excuse tu vas trouver pour être en retard. Ben, c'est que j'avais oublié mon porte-monnaie en haut au 10e étage. Fait que là, les ascenseurs étaient en panne, alors je me suis mis à monter toutes les marches. Il a fallu que je monte jusqu'en haut. C'est excellent pour la santé, ça, C'est gros. bien, c'est bien. Es-tu prêt? C'est toi qui commence. Ah oui, c'est vrai. Oh, savais-tu que l'un des bâtiments les plus élevés au monde est ici au Canada? C'est la tour du CN qui surplombe la ville de Toronto. Cette tour, qui sert aux télécommunications, mesure 553 mètres de haut et pèse 130 000 tonnes, c'est-à-dire le poids de 23 000 éléphants. C'est un poids lourd. Construire un bâtiment de cette hauteur, c'est pas une mince affaire. Quelques 1500 personnes y ont travaillé pendant plus de 3 ans. Pour bâtir des édifices aussi gigantesques, il faut des matériaux solides, comme le béton. Mais ça prend aussi de la machinerie super sophistiquée. Quand on a construit la tour du CN, les matériaux ont d'abord été hissés par une grue. Mais dépassé une certaine hauteur, pour installer l'antenne, par exemple, on a dû faire appel à un puissant hélicoptère. Avec ses 553 mètres, la tour du CN détient le titre de la plus haute tour
tour autoportante au monde. Mais elle devrait être détrônée d'ici quelques années. Puis on n'arrête pas le progrès, hein. Les architectes pensent qu'ils vont être bientôt en mesure de construire des immeubles de 800 mètres. Certains architectes rêvent même d'immeubles de gratte-ciel hauts de 1,5 km. Hey, 1,5 km, là, c'est 3 fois la tour du ciel. J'ai toujours voulu me retrouver au sommet du monde. Très haut, là, quelque part où personne ne peut te déranger. Mais c'est là que je suis. Là, j'ai juste un problème, c'est que j'ai le vertige, puis je veux descendre. Au secours! Aidez-moi, je veux descendre! L'escouade des araignées fait partie du corps des pompiers et existe depuis plus d'1 an. Personnel qualifié que ça vient chercher. Les membres de l'escouade mettent à rude épreuve leur sens de l'équilibre. Prise de panique, la personne en danger a besoin d'être rassurée. Bon, on essaie de rassurer cette personne-là. On lui dit que finalement, on est là pour l'aider. Nous autres, finalement, à force de s'entraîner à ça, puis se concentrer sur ce qu'on a à faire, finalement, on voit clair dans nos affaires. Là, puis je pense que c'est tout ça, ça s'équilibre. Les araignées s'entraînent constamment pour être prêts à faire face à toutes sortes de situations. À chaque fois, ça devient une nouvelle aventure. Lorsque l'on est dans les hauteurs, gare au vertige. Il vaut mieux éviter de regarder en bas. Les araignées doivent apprendre à ménager leurs forces et à se concentrer sur les positions que le corps doit adopter pour se maintenir en équilibre. OK, faites ça vite, s'il vous plaît. Ne bouge pas, surtout. Ça sera pas long. OK, Luc, est-ce que ton loup s'est pris? Pour arriver à garder son équilibre dans les hauteurs, il faut vaincre les réflexes instinctifs, comme par exemple se coucher à plat ventre contre la paroi. Je vais descendre. Il est préférable de s'en écarter et de glisser tout en forçant avec les jambes. OK, on est prêt à commencer à descendre, là. C'est ça. OK, allez-y doucement, là. Ça y est, c'est parti. Ça va aller, tu vas voir. Hein? Tu vois? Jamais. Je le ferai plus jamais. Quand j'étais jeune, je montais dans des arbres, mais il me semble qu'il était moins haut. Pour l'escouade des araignées, rien ne doit être laissé au hasard. Tout est constamment vérifié. À cette hauteur, la moindre erreur peut être fatale. Il faut donc garder le réflexe du danger et éviter de pécher par excès de confiance. Est-ce qu'on est arrivé, là? Ouais. On peut pas aller plus bas, certain. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. C'est sauvé, mon gars. Hein? Merci beaucoup. Là, les gars vont te conduire, là. Tu vas embarquer dans le cillard, là. Non, mais je suis correct. Je suis pas blessé. Je vous dis, j'ai rien, j'ai aucun problème. J'ai rien. Je suis pas blessé. Tout va bien. Puis je le ferai plus jamais, je vous le promets. En tout cas, si vous menez à un hôpital, là, amenez-moi à un hôpital où il y a juste un étage. Les plages du Pacifique, le soleil, la mer. Mais savais-tu qu'en l'espace de quelques secondes, ce paradis pourrait disparaître, balayé par une immense vague gigantesque? Cette vague géante, on l'appelle un tsunami ou un raz-de-marée. Ce qui en est la cause, c'est une éruption volcanique sous-marine ou un tremblement de terre. Hey, Marie-Soleil, à la radio, il parle qu'il y aurait un tsunami en formation. Ah! Un tsunami? Es-tu sérieux, toi? Dépêche-toi! T'es gros, y a-tu envie de mourir noyé? Ne panique pas, là. Ils ont dit que c'était une petite vague de 1 mètre de haut à 150 km au large. J'ai pas de quoi s'énerver. C'est sûr qu'au large, ça représente pas de danger. Le séisme qui s'est produit au large a créé une onde qui se propage à toute allure sous la surface. La vague qui en résulte est petite, mais se déplace à 800 km/h. Arrivée près des côtes, cette petite vague va devenir un mur d'eau, un mur qui peut atteindre 40 mètres de haut. Ça fait qu'on a intérêt à pas être sur son chemin, hein? Gros, Greg, il nous reste juste quelques minutes, là. J'ai pas envie d'être emporté par un raz-de-marée, moi. Un raz-de-marée? Oui. Un tsunami, c'est un raz-de-marée? Oui. Mais, on t'a pas dit plus tôt! Merci de faire là, on va y aller! Il y a sûrement une explication, mais tout finit par s'expliquer. Pas de panique. Pour avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Bon, première des choses, la contamination.
Avez-vous partagé quelque chose à manger depuis hier? Je sais pas, moi, une crème glacée, une barre de chocolat. Je vois pas le rapport. On s'est pas vu de la soirée, j'étais au cinéma. Vous êtes pas embrassés non plus avant de vous coucher? Mais franchement, pour qui tu nous prends? Ben quoi, j'ai rien dit de mal. Un demi-frère et une demi-sœur ont bien le droit de se souhaiter bonne nuit. Max, t'as pas touché à mes choux pendant que j'étais parti? Yoï! C'est-tu des vrais? Ah, puis veux-tu même dire ce que tes choux viennent faire dans cette histoire-là? C'est quand même pas tes choux qui ont fait refouler le linge dans la sécheuse que toi, puis l'autre Tremblay se supposé avoir réparé. Ah, la sécheuse. La sécheuse? Philo a tellement bien réparé la sécheuse hier que la minuterie n'a pas fonctionné puis que notre lavage est resté toute la journée dans la sécheuse à chaleur maximum. Tu vois le résultat? Donc, on n'est pas en train de devenir des géants? Des géants. La seule chose qui est vraiment géante ici, là, c'est le moton que ça va coûter à Philo pour nous acheter d'autres linge. Est-ce que tu veux que je trouve tout cet argent-là? Ben, tu prendras l'argent de ton prix Nobel, mon chou. Nous, les humains, on a toujours été fascinés par le monde des géants. C'est vrai. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être parce que nous-mêmes, on sera jamais des géants. Jamais, Marie-Soleil? Ben voyons, on sait très bien qu'il faut jamais dire jamais. On sait pas ce qui peut nous arriver. Mais... Wow! Hey. Mais... Salut les débrouillards! Salut les débrouillards! Vas-y, maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour, sors de ta cour. En vélo, en bateau, en raquette, en souliers à claquettes. Vivez une autre aventure fantastique avec Marshall et Simon dans un moment. Sors tes baguettes et ton tambour. Ton pinceau, tes lunettes, ton plumeau et ta planche à rouler.